Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Empower Migra. Cet espace où on prend le temps de décortiquer la recherche scientifique sur la migration et l'intégration. Ouais, et surtout, on essaye de rendre tout ça compréhensible pour tout le monde, en fait. C'est ça. Le but, c'est vraiment de vulgariser. On entend tellement de choses, de discours simplistes dans tous les sens, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique d'ailleurs. Et ici, on ne prend pas parti, on regarde juste les faits. Les données pures, exactement. Et à la fin de chaque analyse, on se pose toujours cette même question. Qu'est-ce que la science dit vraiment et qu'est-ce qui contredit totalement nos idées reçues? Voilà. Et pour commencer cette plongée aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'imagine une scène. Une situation hyper banale en fait. Imaginez un jeune, il vient juste de finir l'école. Mhm. Il est dans sa chambre, devant son ordi, il cherche une place d'apprentissage pour sa formation professionnelle. Et ce gamin, il a des super notes. Ses profs disent qu'il est brillant, son CV est nickel, il envoie, je sais pas, 50, peut-être 100 candidatures. Ce qui est déjà énorme. Ouais, c'est énorme. Et en retour, une montagne de lettres de refus. Que des refus. Ouais, c'est dur. Et le truc qui rend ça complètement fou, c'est que son voisin de palier, qui a genre exactement les mêmes notes, le même diplôme, la même école, lui, il décroche un contrat à sa 3e candidature. C'est là que ça coince. Oui. La seule différence visible sur le papier entre ces deux jeunes, c'est leur nom de famille ou l'origine de leurs parents. Et ça nous amène à une question brutale pour quiconque écoute ça. Pourquoi, à note complètement égale, certains ont une place et d'autres non? C'est vraiment le cœur du problème. On a souvent cette illusion que le marché de l'emploi, c'est une sorte de machine parfaite, tu vois? Ouais, genre tu mets de l'effort, t'as une récompense. C'est ça. Comme un scanner médical, tu présentes ton bulletin de notes, la machine lit les compétences et hop, elle te donne la place que tu mérites. Mais quand on regarde les vraies données, cette belle machine, elle est complètement cassée. Et c'est pour ça qu'on se base aujourd'hui sur du solide. Pas des opinions, mais un rapport très exhaustif de 2011 du BIBB. L'Institut fédéral allemand pour la formation professionnelle. Exactement. C'est une grosse étude dirigée par les chercheuses Mona Granato et Ursula Beicht. Et elles ont examiné précisément les chances d'accès à l'apprentissage pour les jeunes issus de l'immigration. Et ce qu'elles trouvent, c'est fascinant parce que elles isolent chaque variable. Elles prouvent que ces jeunes ont des chances significativement plus faibles d'obtenir une place. Même avec le même diplôme. Oui, même à diplôme égal Hmm. et à note égale. C'est la première grande conclusion. Donc c'est un peu comme, imagine, c'est comme organiser une course de 100 mètres, tout le monde a le même temps d'entraînement, les mêmes chaussures, tout pareil, mais au moment où le coup de feu part, paf, il y a un groupe entier qu'on force à partir 50 mètres derrière la ligne. C'est une super métaphore, ouais. C'est exactement ça. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Est-ce que c'est pas juste une histoire de crise économique? Genre, s'il n'y a pas assez de place, les entreprises paniquent et deviennent hyper sélectives, non? C'est ce qu'on pourrait penser, oui. Mais les données disent le contraire. Les enquêtes de cette étude couvrent plusieurs années, 2006, 2008, 2010. Et pendant cette période, le marché s'est détendu. L'économie allait mieux en Allemagne. Ah, donc il y avait plus de place. Exactement. Plus de place, moins de pression. Et pourtant, le désavantage est resté exactement le même. Sérieux? Ouais. Et le pire, c'est qu'en Allemagne, il y a un truc qui s'appelle Ausbildungsreif. C'est un certificat officiel qui dit « ce jeune est apte à la formation ». Un tampon officiel de l'État, quoi. Voilà. L'État dit aux entreprises « ce gamin est prêt, allez-y ». Eh bien, même certifié apte, la porte reste fermée pour eux. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est quand même dingue. S'ils ont les notes, s'ils ont le tampon officiel, mais qu'ils ne trouvent pas d'entreprise, ils vont où? Ils disparaissent pas dans la nature. Non, bien sûr que non. Ils atterrissent dans ce qu'on appelle le système de transition. Ah oui, les fameuses formations intermédiaires, les classes de préparation, tout ça. C'est ça. C'est censé être un pont, en fait. Si tu trouves pas d'apprentissage, tu vas là-dedans pour améliorer ton dossier, passer un diplôme scolaire supérieur pour être plus attractif l'année d'après. Attends, logiquement, ça devrait résoudre le problème. Si on reprend mon coureur qui est 50 mètres derrière, c'est comme si on lui donnait un coach privé pendant 1 an. S'il améliore ses notes, ça efface son retard, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que... non! Les jeunes issus de l'immigration, ils s'investissent à fond dans ce système. Souvent, ils y réussissent même mieux que les autres jeunes sans passé migratoire, qui sont dans les mêmes classes. Ah ouais. Ah, ils obtiennent de meilleurs diplômes finaux. Ouais, ils augmentent vraiment leur niveau de qualification. Mais l'étude montre que même 12, 24 ou 36 mois après, l'écart d'accès à l'apprentissage en entreprise est toujours là, Donc la porte reste fermée. complètement fermé.
Le système de transition pour eux, c'est pas un pont, c'est une salle d'attente. C'est comme s'ils couraient sur un tapis roulant, en fait. L'effort est énorme, mais ils font du surplace. C'est fou. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Bah, il y a la question de comment les entreprises perçoivent ce passage en transition. Parfois, ça stigmatise le jeune. Mais en vrai, il faut regarder ailleurs. Du côté des réseaux. Ah, le fameux CV invisible. C'est un concept que je trouve hyper parlant. Tout ce qui n'est pas écrit sur la feuille, mais qui pèse lourd. Genre le métier des parents, ou si ton oncle joue au foot avec le patron de l'entreprise. C'est exactement ça, le capital social et culturel. Et dans l'étude, il parle même d'une implication dans des trucs locaux, comme les pompiers volontaires, non? Oui, les pompiers volontaires, les clubs de sport, c'est des réseaux de confiance. Mais du coup, ça soulève une question. Est-ce que tout ce débat sur l'immigration, c'est pas finalement juste une question de classe sociale? Je veux dire, si ces jeunes viennent de milieux ouvriers avec moins de connexions, c'est normal qu'ils galèrent plus, non? Alors, oui, la classe sociale joue un rôle énorme. Avoir des parents qui ont eux-mêmes un diplôme professionnel, ça aide. C'est évident. D'accord. Et c'est là que l'étude est puissante. Les chercheuses ont comparé des jeunes avec exactement le même profil socio-économique. Donc, même milieu social, même région, même revenu des parents. Oui, des vrais clones statistiques. Eh bien, même en contrôlant tous ces facteurs, une part importante du désavantage persiste. Et elle est inexplicablement liée au seul statut migratoire. Oh waouh. Donc, c'est pas juste la classe sociale. Non. Et d'ailleurs, les données révèlent que les jeunes d'origine turco-arabe font face à des obstacles encore plus élevés que les autres groupes. Attends, je dois te poser une question technique là. Est-ce qu'on est sûr qu'ils postulent pour les mêmes métiers? Parce que si tous ces jeunes veulent faire l'informatique ou bosser chez les constructeurs auto qui sont hyper demandés, pendant que les autres vont vers des métiers, disons, moins attractifs, l'écart vient peut-être de là. C'est une très bonne réflexion. Mais l'étude a spécifiquement contrôlé ce facteur aussi. Ah, Et à l'intérieur d'une même branche, pour un métier précis, la barrière à l'entrée reste plus haute pour eux. d'accord. Donc le constat est clair. De l'extérieur, c'est bloqué. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui arrivent quand même à passer? Parce qu'il y en a qui trouvent une place. Heureusement. Oui, il y en a, mais c'est souvent un lot de consolation. Ils atterrissent dans des métiers moins désirés, Avec des pires conditions? où le taux d'abandon est plus fort, et où les chances d'être embauchés à la fin de l'apprentissage sont beaucoup plus faibles. La double peine, quoi. On les fait partir 50 mètres en arrière, et en plus on les met sur une piste pleine de boue. C'est tout à fait ça. Mais c'est là qu'en arrive à la découverte majeure, l'hypothèse 5 de l'étude. Si on prend en compte ces mauvaises conditions de départ, donc si on les neutralise mathématiquement, tu sais, quelle est la différence de réussite entre un apprenti avec et sans passé migratoire? Je sais pas, elle doit se réduire un peu. Elle est de 0. 0. Attends, vraiment aucune différence? Statistiquement, il n'y a plus aucune différence. Leurs taux de réussite aux examens et d'intégration professionnelle sont exactement les mêmes. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le problème, c'est pas la capacité de ces jeunes. C'est pas un manque de compétences. Non, c'est la structure initiale qui les envoie vers des voies plus dures dès le départ. Dès qu'ils sont à armes égales, ils réussissent aussi bien. C'est incroyable. Et du coup, ça m'amène à me demander comment les institutions réagissent à ça. Parce que si la science montre que le problème, c'est le système de filtrage, la porte d'entrée, et pas les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'étude a sondé des experts de la formation professionnelle via un outil qui s'appelle le BIBB Expert and Monitor. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que disent ces experts? C'est un paradoxe total. Les professionnels sont hyper favorables à tout ce qui vise à réparer le jeune, entre guillemets. Genre, leur donner plus de cours de langue, les préparer aux entretiens. C'est ça. Ou donner des subventions aux entreprises pour les inciter à les prendre. Toujours remettre la faute sur le candidat, en gros. Exactement. Mais par contre, quand on leur propose des changements structurels sur les règles d'accès, là, c'est le rejet massif. Quel genre de changement? L'instauration de quotas, par exemple, ou, encore plus frappant, l'anonymisation des candidatures. Attends, ils refusent des CV anonymes. Mais c'est complètement illogique. Si l'étude prouve que le biais vient du nom ou de la photo, le CV anonyme, c'est la solution chirurgicale parfaite, non? Logiquement, oui. Mais cela soulève une question importante sur la psychologie du recrutement. Les recruteurs veulent avoir un feeling. Ils estiment que l'anonymisation les prive d'informations cruciales pour voir si le jeune va bien s'intégrer dans l'entreprise. Le fameux feeling qui est en fait juste un biais inconscient. Exactement. Ils préfèrent traiter les symptômes chez les jeunes plutôt que de s'attaquer à leur propre biais de sélection. C'est quand même super frustrant. Mais ça nous amène à une pensée finale, une vraie réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Si, à compétences égales, à notes égales
Et même après avoir surmonté tous les obstacles du système de transition, l'accès reste inégalement distribué. Est-ce que notre système repose vraiment sur le mérite? C'est la grande question. Surtout quand on sait qu'on va manquer cruellement de main-d'œuvre dans les années à venir avec la crise démographique. Totalement. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser autant de talent à la porte juste pour préserver le feeling des recruteurs? C'est un truc à méditer. Ouais, clairement. En tout cas, ça clôture notre analyse d'aujourd'hui. Dans Empower Migra, on croit fermement qu'il faut bousculer les idées reçues, avec la science. Parce que, et on le dira jamais assez, la véritable compréhension commence toujours par l'écoute. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.